Euh, il est plus de 17h30 pour une fois, mais nous sommes le mercredi 18 mai, nous sommes ravis de vous retrouver. La bande des quatre, comme on nous a appelé la fois dernière. Et aujourd'hui, on a une grande nouvelle, c'est enfin les diplomates, la liste des diplomates français expulsés. Pourquoi je dis enfin? Parce que ça a pris 6 semaines pour que les Russes répondent à l'expulsion des diplomates russes en France. Et je l'avais déjà expulsé des diplomates de à peu près tous les pays, y compris l'Allemagne. Il manquait plus que la France et l'Italie et l'Espagne. Voilà. Donc, d'habitude, le ratio est de 1 pour 1. Donc, on expulse un diplomate d'un côté, on expulse un diplomate de l'autre. Mais ils n'ont pas fait 1 pour 1 pour la France. La France a expulsé 41 diplomates en tout et la Russie a expulsé 34 diplomates et n'a pas touché au consulat, ce qui est plutôt bon signe. Par contre, un certain nombre, alors on n'a pas eu la liste complète, donc on ne peut pas vous la donner, mais les services économiques régionaux ont été touchés, probablement la chancellerie, la mission militaire, donc voilà. Mais vous ayant dit tout ça, justement, on a une première question à laquelle je vais répondre tout de suite. On me dit que depuis 1 mois, le consulat ne reçoit plus rien. C'est faux. Le consulat marche très bien. Ils reçoivent toujours. Ils continuent à émettre des visas pour les Russes. Et justement, les 34 diplomates ne touchent pas le consulat. Donc, ça continuera à fonctionner de ce côté-là. Vous ayant dit tout cela, voilà, c'était la mise en bouche aujourd'hui, les 34 diplomates expulsés. Et on le regrette bien, sachez-le, bien évidemment, parce que moins on a de diplomates, plus ça va être compliqué pour l'ambassade de France de fonctionner. Et c'est ce qui sera aussi un problème pour nous. Donc, on le regrette tout à fait. Mais Arnaud, que peux-tu nous dire de plus par rapport à cette expulsion et bien évidemment les nouveautés du jour? Alors, sur les expulsions, je n'ai rien à ajouter. Tout a été dit. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas symétrie parfaite est peut-être un signal. Il faudra voir si d'autres pays sont concernés par ce qui peut ressembler à une forme de toute relative clémence. Quelques mots d'économie, puisque le ministère russe du développement économique a rendu public ses prévisions pluriannuelles jusqu'en 2025. Donc, je vais vous donner une série de chiffres en espérant ne pas vous assommer, mais ils sont intéressants et ils donnent en tout cas la vision officielle des autorités russes aujourd'hui. Le PIB, tout d'abord. Les services de M. Reshetnikov tablent sur une récession de 7,8% en 2022. C'est assez proche de la fourchette de la Banque centrale qui, elle, mise sur un recul situé entre 8 et 10 points cette année. Pour 2023, le ministère du Développement économique anticipe une récession limitée à 0,7%. Pour 2022, toujours, une inflation attendue à 17,5%, un recul des importations de 25%, des exportations de 14%, une hausse du chômage qui pendant très longtemps n'a pas été en Russie n'a pas été vraiment un problème. Il est aujourd'hui à 4,8 et il devrait se situer à 6,7 à la fin de l'année. Les revenus réels de la population, c'est un indicateur qui est suivi évidemment de très près, devrait reculer de 6,8%, les investissements de 19%. Enfin, il y a deux paramètres importants dans le calcul. Les cours du pétrole, c'est un cours à 80% en moyenne pour 2022 qui est retenu comme hypothèse pour l'Urals, et ce qui veut dire probablement que les Russes tablent sur un Brent autour de 110, puisque l'on sait qu'il y a un rabais actuellement de l'ordre de $30 par baril.
Et enfin, le cours du dollar. Le ministère russe de l'économie estime qu'il se situera en moyenne sur l'année 2022 à 76,7. Aujourd'hui, il est plus près de 65, voire même de 60 que de ce niveau-là. Mais ça veut dire que les autorités russes considèrent que les cours actuels du dollar et de l'euro sont à des niveaux anormalement bas. Donc le ministère russe de l'économie estime que le choc va surtout se situer au troisième trimestre. Et là, il y a une petite différence avec la Banque centrale qui, elle, considère que le point bas de la trajectoire économique russe est plutôt à attendre au quatrième trimestre 2022. La Banque centrale de Russie, comme le ministère de l'économie, anticipe un retour à la croissance en 2024. Ce sont donc 2 années difficiles qui attendent l'économie russe, avec une année de choc, on est en plein dedans, et une année de recomposition et de stabilisation en 2022. Autre chiffres et indications intéressants, on a obtenu les chiffres du mois d'avril pour le budget fédéral. Et c'est une nouveauté plutôt inquiétante. Il y a un déficit budgétaire constaté pour avril. Et il y a surtout une augmentation spectaculaire de la part des revenus des hydrocarbures dans le budget fédéral, qui représente au mois d'avril 63% des rentrées fiscales, contre 36% en moyenne en 2021, ce qui constitue évidemment un facteur de vulnérabilité à l'heure où l'on parle d'embargo ou de limitation des importations au sein de l'Union européenne et plus généralement du G7. Pour ce qui est de la saga des paiements en roubles, en euros ou en dollars pour le gaz acheté à Gazprom, on a appris ces dernières heures que, comme prévu, plusieurs grands acheteurs européens avaient accepté les modalités proposées par la partie russe. L'italien Eni, plusieurs acheteurs allemands et Engie hier a communiqué sur le sujet, ce qui veut dire que pour l'instant, seuls 3 pays refusent, la Finlande, la Bulgarie et la Pologne, ces 2 derniers ayant vu leurs approvisionnements suspendus. Enfin, un dernier petit chiffre qui a attiré mon attention, qui peut révéler une tendance, c'est le nombre d'identifiants individuels fiscaux délivrés par le Kazakhstan à des ressortissants russes. Il y en a eu 36 000 sur les 4 premiers mois de l'année, ce qui est un chiffre 10 fois supérieur à celui observé à la même période de l'an dernier. Ce qui veut dire qu'il y a des Russes, des personnes physiques russes, qui manifestement décident tout en restant dans l'Union économique eurasiatique, de se déplacer au Kazakhstan. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui sur l'économie. Moi, c'était précis. Il y a eu beaucoup de chiffres aujourd'hui. C'était très bien que tu un chiffre. Donc, les Russes ont tourné kazakh. La blague du jour de Pavel. Bravo, Pavel. Merci, Président. Igor, sur un plan diplomatique, as-tu des nouvelles? Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, sur le processus lui-même, aucun développement à signaler aujourd'hui, aucun commentaire substantiel. Sur les autres sujets, je relève les déclarations de Josep Borrell hier soir, donc le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, qui a indiqué que l'Union européenne ferait en sorte que l'Ukraine ne manque ni d'armes ni de véhicules de combat à un moment critique pour les opérations militaires. Donc on voit qu'on reste sur un narratif quand même très dur et très affirmé, ce qui fait écho à son tweet de début avril où il expliquait que ce conflit se gagnerait, se remporterait sur le champ de bataille, et également ce qui fait écho aux déclarations de Madame von der Leyen ces dernières semaines. Donc on reste quand même sur une ligne très dure à Bruxelles. Deuxième information, l'entretien téléphonique entre les présidents Macron et Zelensky hier soir, en fin de journée. Le président Macron a indiqué que la France livrerait de nouveaux matériels militaires à l'Ukraine très prochainement.
et que d'autre part, la candidature de Kiev à l'entrée dans l'UE serait examinée fin juin lors du prochain Conseil de l'Union européenne. Et la troisième principale information, elle concerne évidemment la Turquie, puisque la saga de la Turquie et comment dirais-je, la réaction de la Turquie face à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN se poursuit. La Turquie a bloqué aujourd'hui la première étape de l'examen de la candidature des deux pays nordiques à l'entrée dans l'OTAN lors d'une réunion au niveau des ambassadeurs de l'Alliance. C'est une procédure qui doit déboucher d'ordinaire sur un protocole d'accession qui est offert et une invitation formelle qui est offerte par l'Alliance aux deux pays, en l'occurrence, qui souhaitent la rejoindre. Donc, ce processus a été bloqué par la Turquie. Le vote n'ayant pu intervenir dans les délais prévus, il est à prévoir environ une quinzaine de jours désormais de négociations, voire de marchandage, et donc de retard sur le lancement de cette procédure préliminaire. Afin de lever ses réserves à l'intégration de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, la Turquie a émis un certain nombre d'exigences. La première, c'est la levée des sanctions qui pèsent sur elle suite à son achat auprès de la Russie de système S-400. Vous vous souvenez qu'en septembre 2017… On m'a dit que le son n'est pas très bon. Le son est haché, d'après un de nos… Bon, je continue. Je reprends. Donc, je disais, oui… ces systèmes S-400 qui ont été achetés par la Turquie en septembre 2017 pour 2,5 milliards de dollars, et ce qui a valu donc à la Turquie de tomber sous des sanctions américaines et d'être exclue du programme de chasseurs de nouvelle génération F-35. Et donc, c'est fait partie de sa deuxième exigence, être réintégré dans ce programme de chasseurs de nouvelle génération F-35. Également, troisième exigence, la confirmation de la livraison d'un lot de chasseurs F-16 qu'elle doit recevoir de la part des États-Unis. Et enfin, les autorités turques demandent aussi, exigent même, que la Finlande et la Suède reconnaissent le PKK comme organisation terroriste et que les activités médiatiques du prédicateur Gülen déployé à partir de Stockholm soient fermées. Voilà, Président, pour les nouvelles du jour. Merci Igor. Alors, cette histoire de son, on a beaucoup de gens qui nous disent que le son est parfait et d'autres qui nous disent qu'il n'est pas très bon. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça peut venir peut-être d'un problème de ligne chez vous si, tout le monde n'a pas les mêmes oreilles ou connexions. Donc, effectivement, ça va être un problème de connexion. Voilà, on vient de nous dire ça va le son et juste avant on nous dit c'est mauvais. Donc je ne sais plus quoi faire. Alors on va revenir sur les questions. On a beaucoup de questions qui concernent le consulat. Alors on nous dit alors voilà. Que la raison pour laquelle le consulat ne reçoit plus rien, on nous dit que paraît-il, depuis 5 semaines, l'ambassade de France n'a pas reçu de billet diplomatique, je n'en sais rien. C'est peut-être le cas, je n'en ai aucune idée, mais quelqu'un d'autre nous dit qu'il n'a pas pu recevoir le passeport de sa fille. Alors, excusez-moi, voilà, c'est ça. Pour ajouter commentaire sur les délais d'attente au consulat, j'attends toujours le passeport français de ma fille qui a été émis le 11 avril par les autorités françaises. Le consulat m'a indiqué que le passeport est en transit, en voie d'être délivré à Moscou depuis le 11 avril. Donc, effectivement, il y a peut-être un problème de valise diplomatique. Mais alors ça, c'est pour évidemment lorsqu'on attend un passeport. En revanche, ils émettent toujours des visas pour la France, pour les Russes qui le demandent. On nous demande si le service notarial de l'ambassade de France fonctionne encore, mais je ne savais pas qu'il y a un service notarial, donc je suis incapable de répondre à cette question. Alors une question d'un auditeur qui nous dit « J'aimerais acquérir la nationalité russe. Le risque d'avoir ses comptes français bloqués, j'imagine, il manque un mot. En France, existe-t-il? Oui, mais il existe même si vous êtes français en étant résident fiscal russe. Donc, en étant russe, et le risque est plus grand, mais en étant résident fiscal russe,
vous avez un risque que l'on vous ferme votre compte. Ça dépend des banques, ça dépend de votre conseiller, ça dépend de tout un tas de choses. Il n'y a pas de normes en la matière. Alors, on nous dit aussi l'obtention d'un INN, qui est un numéro d'identification fiscale, merci, est obligatoire pour l'obtention d'une carte de crédit au Kazakhstan. Ce qui ne signifie pas que les Russes sont résidents fiscaux au Kazakhstan. Donc, si vous voulez si vous avez un compte au Kazakhstan, il vous faut donc un numéro d'identification fiscale kazakh, j'imagine. Voilà, on nous dit que c'est le consul qui a dit qu'il n'y avait pas de valise diplomatique pour l'instant. Donc, voilà sur ce qu'on peut vous dire pour l'instant sur le consulat. Après, on nous parle d'un risque pandémique de Covid provenant de Chine et de Corée du Nord pour la Russie. Qu'en disent les autorités russes? Je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez entendu ça ou non. Le risque, a priori, est assez limité. D'abord, le Covid, qui même au plus fort de la pandémie était un sujet non pas secondaire, mais il n'a jamais occupé la même place dans l'espace public en Russie qu'en France, par exemple. Aujourd'hui, ça devient pratiquement un non-sujet, alors pour différentes raisons, mais évidemment, mais on en parle très peu et le risque émanant de la Chine et de la Corée du Nord est naturellement assez limité puisque ces deux pays sont de fait fermés. Donc les flux de personnes entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord sont extrêmement limités. Donc s'il y a un risque de reprise, je n'en sais rien, il est possible. Il n'est sans doute pas lié à ce qui se passe en Corée du Nord et en Chine. Il y a des questions militaires auxquelles nous ne répondons pas. Il y a des questions militaires assez précises auxquelles nous ne répondons pas là. Où peut-on avoir les statistiques du ministère du Développement économique jusqu'en 2025? Sur le site du ministère et par ailleurs, toute la presse russe aujourd'hui s'en est fait l'écho et donc vous trouvez ça de façon très facile. Mais sur le site du ministère, en fait, il y a toutes les statistiques. Absolument, le document est en ligne. Mais bien sûr, il faut parler russe. Alors, autre question sur une annonce qui a été faite, effectivement, les États-Unis devraient bloquer complètement les paiements d'obligations en dollars russes, a rapporté Bloomberg. Le Trésor devrait laisser expirer une dérogation aux sanctions clés le 25 mai, l'exception qui a permis à la Russie de continuer à payer les investisseurs et d'éviter le défaut de paiement. Une fois qu'il expirera, les chances que la Russie fasse défaut sur sa dette augmenteront. Pensez-vous que que le risque de défaut de la Russie est envisageable? Il est parfaitement envisageable, évidemment, ce sera un défaut technique puisque en l'occurrence les États-Unis, font tout pour qu'elles ne puissent pas acheminer les fonds vers leur destinataire, donc, alors même que la Russie dispose de ces fonds. Mais d'un point de vue technique et officiel, oui, ça devient de plus en plus probable, alors même que la Russie, ces dernières semaines, a tout fait pour l'éviter, en dérogeant parfois à des règles qu'elle avait elle-même édictées. Donc, alors, ce qu'a dit également Madame Yellen, c'est qu'elle pensait que ça ne changerait pas grand-chose à la situation financière et économique de la Russie, cette possible proclamation de l'état de défaut. Petite question liée aux sanctions. Qu'en est-il désormais des sanctions européennes à l'encontre de la Russie? Ont-elles un réel impact? Récemment, l'oligarque Saïd Kerimov, sanctionné par l'Union européenne, qui détenait indirectement environ 46% de Polius Gold, a cédé ses parts à un fonds de soutien aux organisations islamiques, associations non lucratives, nous précisons. Cela arrange-t-il tout, entre guillemets? Je ne suis pas sûr de très bien comprendre la question. Il doit y en avoir plusieurs en réalité dans cette phrase. Bon, pour ce qui est de l'impact des sanctions, qu'elles soient européennes ou américaines, il est réel. Enfin, déjà, on a parlé pour la valise diplomatique. Nous-mêmes ne pouvons plus rentrer à Paris directement, donc ne serait-ce que ça. Il y a des sanctions à effet immédiat et puis il y a des sanctions à effet à moyen terme ou à long terme, s'agissant par exemple des semi-conducteurs ou d'autres choses. Donc oui, il y aura un effet majeur. La question est de savoir comment la Russie va s'adapter, si elle arrivera
à s'adapter et, le cas échéant, sous quel délai. Le ministre des Finances, M. Silouanov, qui s'est exprimé ce matin, relevait dans un discours à la tonalité, je dirais, moins optimiste que ceux de ses collègues, le risque technologique pour la Russie, de difficulté à rattraper un retard qui déjà préexistait à la situation actuelle. Donc, il y a peu de fanfaronnade actuellement aussi, contrairement à ce qu'on avait pu entendre en 2014 ou au tout début des événements. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur d'abord la durée de la crise, les sanctions qui vont rester, qui vont partir, la capacité d'adaptation et l'effort réel qui pourrait être fait par la Russie, qui n'a pas été fait manifestement malgré les discours après 2014, et l'aide, le concours qui pourrait être obtenu plus ou moins discrètement de la part de pays tiers, peut-être pas dans les semaines qui viennent, parce que même des pays comme la Chine préfèrent rester discrets aujourd'hui, mais dans les mois qui vont venir, et surtout après, je dirais, la phase active du conflit en Ukraine. Donc beaucoup d'inconnus, mais il est très clair que c'est un choc massif et que la Russie y laissera des plumes, mais elle ne sera sans doute pas la seule à y laisser des plumes. En fait, j'entendais un économiste français qui a posé la question de savoir qui était le grand gagnant des sanctions. Il a répondu immédiatement la Chine, suivi par les États-Unis, et les grands perdants sont l'Union européenne et bien évidemment la Russie. Sur la question de vente de Kerimov qui détenait Polius Gold, oui, en fait, ce que font les oligarques lorsqu'ils sont mis sous sanction, ils doivent, pour ne pas que leur compagnie soit atteinte, ils vendent une partie de leurs actions pour ne plus assurer le contrôle. Donc, effectivement, c'est une façon pas d'arranger tout, mais s'ils n'ont plus le contrôle de la société, à partir de ce moment-là, les sanctions ne s'appliquent pas à la société qu'ils contrôlaient et qu'ils ne contrôlent plus. Je suis de nationalité française et russe. J'ai déjà travaillé en France, majoritairement en France, puisque j'ai fait toutes mes études ici et grandi ici, et en Russie. Spécialisé dans le commerce international, je suis actuellement à la recherche d'un nouveau travail. Pensez-vous qu'avec la situation actuelle, il vaut mieux travailler en France ou en Russie? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est un problème que tout le monde va devoir se poser, c'est où voulez-vous être? On arrive à une division du monde, malheureusement. Je pense division auquel on va sincèrement on risque vraiment d'avoir deux mondes différents, en fait même trois, mais en tout cas un entre l'Occident et la Russie. Il va falloir faire votre choix. Alors j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question pour vous directement. Il faut savoir où vous habitez aujourd'hui, où sont vos intérêts économiques, votre vie privée, bien évidemment. Donc, en fonction de ces éléments-là, il va falloir choisir plutôt la Russie ou plutôt la France. Mais lorsque vous aurez choisi l'un ou l'autre, sachez que vous aurez beaucoup plus du mal à travailler avec l'autre côté. Vous pourrez toujours voyager d'un côté à l'autre, mais ça sera beaucoup plus difficile d'avoir des liens, en tout cas de pouvoir travailler avec les deux pays. Donc, ça sera un choix qu'il faut faire en fonction de vos intérêts personnels. Alors, notre ami Philippe nous dit que les expulsions des diplomates russes ont été faites en deux vagues, une de 35 personnes, une de 6. Une nouvelle vague d'expulsion de diplomates français est donc encore possible. Alors, sauf que ce que l'on m'a dit aujourd'hui, c'est que non, il n'y en aurait qu'une et elle ne serait que de 34. Il n'y en aura pas d'autres, a priori, à vérifier, mais les Russes n'en feraient qu'une pour les Français. Swift de Russell Rosbank est déjà bloqué. Il était dans la liste des 6e sanctions. J'en sais rien. Oui, Russell Rosbank était effectivement visé. Alors, quel est le délai de mise en œuvre? Je ne sais pas, mais je pense que c'est très court en réalité. Mais le 6e paquet n'est toujours pas mis en place. Non, ça c'est effectivement, c'est le paquet, c'était le volet bancaire du 6e paquet. Mais est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle le 6e paquet qui devait déjà être mis en place il y a 3 semaines sera mis en place toujours sur le pétrole. C'est juste l'histoire de pétrole. De la Hongrie, de la Bulgarie aussi, non?
avec des modalités et des demandes différentes de la part de ces États. Mais il y a des demandes de dérogation sur les livraisons. Il faut savoir que la Bulgarie, la Roumanie aussi, les raffineries qui sont configurées pour du pétrole russe. On ne change pas. Une raffinerie qui est configurée pour un certain type de brut ne peut pas recevoir du pétrole qui a des caractéristiques très différentes. D'où ces demandes. Et elles n'ont pas été satisfaites pour l'instant par la Commission, à tel point que le G7 imagine d'autres dispositifs, des dispositifs par exemple de taxes qui pourraient être imposées aux importations de pétrole russe. Ce qui est probable aussi, c'est qu'en réalité, les prochaines sanctions, s'il doit y en avoir, au vu des difficultés d'obtenir un consensus, seront plus au format G7 qu'au format de l'Union européenne. L'Union européenne ne parvient plus manifestement à dégager des consensus pour aller plus loin. Ou alors sur une base nationale. Si c'est en format G7, ça veut dire que dans ces cas-là, ça ne concerne que le G7, on est bien d'accord. Donc la Hongrie, tout ça ne fera pas partie, n'aura pas appliqué ces sanctions. Ou alors sur une base nationale, ce qui serait un aveu d'échec, puisqu'on sait l'importance que revêt le concept, sacro-saint concept d'unité au sein de l'Union européenne. Ce que tu disais aussi, Arnaud, sur le problème d'utilisation du pétrole dans les raffineries, l'Allemagne a le même problème. Oui, et d'ailleurs, il y a des discussions avec la Pologne, puisque la Pologne pourrait théoriquement faire venir et livrer les raffineries d'Allemagne de l'Est, en particulier d'ex-Allemagne de l'Est, avec du pétrole qui ne serait pas du pétrole russe, mais tout ça est compliqué apparemment entre Allemands et Polonais. Il y a aussi apparemment des demandes polonaises de contrepartie qui vont bien au-delà de ce que l'Allemagne est prête apparemment à concéder. Mais donc, on ne sait toujours pas quand la 6e liste de sanctions sera appliquée. On ne connaît pas son périmètre, surtout. On ne connaît pas son périmètre pour l'instant. Et si c'est appliqué au niveau du G7 et plus de l'Union européenne, effectivement, c'est un échec quand même de l'Union européenne. On verra par la suite. On nous dit, sans aller dans le détail militaire, le rôle de Kadyrov et des bataillons tchétchènes est-il plus important dans la communication que dans les faits sur le terrain? Non, encore une fois, sans rentrer dans les détails, on peut, sans prendre beaucoup de risques, affirmer que le rôle est très important et qu'il va bien au-delà de la communication. À Mariupol en particulier. Il n'y a pas beaucoup de communication, enfin il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a eu il y a 3-4 semaines et cette communication correspondait à des choses très réelles. Pensez-vous que lorsque les choses redeviendront normales, alors déjà normales, on ne sait pas quand, il deviendra contraignant de voyager en touriste? Au fil des années, cela devenait moins contraignant et attractif. Les Russes reviendront en arrière avec un contrôle sévère des touristes. On n'en a absolument aucune idée. Enfin, je pense que personne ne peut se prononcer là-dessus, à moins que vous ayez une idée claire et précise. Mais déjà, on ne sait pas quand les choses vont redevenir normales. Nous avons notre spécialiste du tourisme ici avec nous, le vice-président Chenesso. Monsieur le vice-président, la caméra vient de se tourner vers toi. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quand les choses vont redevenir normales? Bien sûr. Bien sûr. Non, j'en ai aucune idée. Ceci dit, sur le plan du tourisme, effectivement, il faut que les choses redeviennent normales. Il faut que les frontières rouvrent de façon normale et que le trafic aérien reprenne. Donc, ça fait déjà pas mal de conditions qui sont un peu compliquées. Ceci dit, une fois qu'on en est là, je ne vois pas très bien pourquoi la Russie, qui aura besoin de tourisme, qui aura besoin de devises, qui aura besoin de normalisation, mettrait des bâtons dans les roues au tourisme. Au contraire, je pense qu'ils vont tout faire pour faire revenir les touristes. Ça me semble assez clair. Pour l'information, on a des demandes actuellement de Français qui veulent venir en Russie. C'est compliqué, mais il y a des demandes. Donc voilà, ça veut dire que c'est pas complètement mort, c'est pas des flux extraordinaires, mais il y a toujours un attrait, un petit flux qui est compliqué pour les raisons que je viens d'expliquer, de frontières, de vols compliqués, et également, et ça on revient sur la question des banques, de règlement des prestations locales. Un touriste qui vient ici, il faut qu'il vienne avec du cash.
parce que sa carte ne fonctionnera pas. Il y a tous ces problèmes-là qui vont se poser de façon très concrète. Donc après, il faut trouver des solutions, mais la question est celle-ci actuellement. Voilà. Merci beaucoup, Gilles, pour ta réponse très complète. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils remettent un contrôle strict sur les touristes. On nous dit que les choses ne reviendront pas à la normalité que nous avons connue. En tout cas, en court terme, ça c'est certain. En moyen terme, j'en sais rien. En long terme, si, ça redeviendra normal. Mais savoir quand, c'est dans 20 ans, peut-être. Est-ce que l'ambassade russe en France livre délivre des visas? Oui, l'ambassade russe délivre des visas. Et d'ailleurs, il y a quand même des Français qui viennent. Je vois tous les jours des Français qui font des allers-retours avec la Russie. Donc, c'est compliqué parce qu'on est obligé de passer par Istanbul, Yerevan, Helsinki, Doha, Belgrade, que je vous déconseille parce que c'est le plus difficile. Et voilà, mais régulièrement, enfin, on voit tous les jours des Français venir pour des séjours, que ce soit professionnels ou éventuellement certains en touristes. J'ai même vu le week-end dernier une femme de 85 ans qui est venue en touriste en Russie. Donc, vous voyez, on peut le faire. Et quelqu'un nous dit, c'est bien cela le plus dur, de ne pas savoir qu'on ne pourrons librement voyager en Russie et revoir notre famille et nos amis. Alors ça, vous avez bien raison, madame, mais vous pouvez venir pour revoir votre famille et vos amis, ça c'est sûr. Mais librement, c'est toujours compliqué aujourd'hui. Une question pour Gilles, le buraliste en chef, nous précisons. C'est une question qui va te surprendre un peu, mais le départ des diplomates aura-t-il un impact sur les élections législatives à Moscou? C'est parce que Gilles s'occupe des élections. Voilà. Oui, sans moi, rien ne se ferait, bien entendu. Mais a priori, je ne vois pas pourquoi ça aurait un impact. C'est-à-dire que les élections sont un moment important de la vie politique française, de la vie consulaire aussi. Donc, même s'il peut y avoir quelques départs, je suis bien certain que les élections vont se tenir. Je ne vois pas très bien ce qui pourrait s'y opposer. Enfin, les moyens seront trouvés et donnés, je suis sûr. De toute façon, pour les législatives, on peut aussi voter par Internet. Alors, le vote par Internet, en réalité, est assez compliqué parce que selon l'opérateur téléphonique qu'on va avoir, on va recevoir ou non les codes. C'est pour ça que je recommande pas le vote par Internet parce qu'on a eu justement un certain nombre d'entre nous ici des tests du consulat et du système et qui ont été souvent des échecs. Moi, par exemple, j'ai jamais pu recevoir mes codes pour voter par Internet. Donc, pour ceux qui sont présents, je recommande vivement le vote à l'urne. Pour les autres, éventuellement, les procurations sont toujours possibles. Voilà, donc, mais une grosse réserve sur le vote par Internet. Mais on viendra te voir à l'ambassade ce jour-là, Gilles. Madame qui nous avait posé une question justement sur quand pourra-t-on librement voyager en Russie, je donnais l'exemple de cette femme qui a 85 ans, me dit qu'elle a aussi un certain âge et son pire cauchemar sera de ne plus pouvoir retourner en Russie. Mais madame, je peux vous assurer que je ne sais pas quel âge vous avez et peu m'importe, vous voyez, à 85 ans, cette femme que j'ai rencontrée le week-end dernier est venue à Moscou parce qu'elle voulait voir Moscou. Donc, vous pouvez toujours revenir en Russie, c'est certain. Et Gilles peut vous organiser un merveilleux voyage où vous voulez en Russie. Donc, ne vous inquiétez pas, votre pire cauchemar n'arrivera pas. On va s'arrêter bientôt, mais j'ai encore une question, est-il officiellement possible d'obtenir un RVP s'il en est détenteur d'un diplôme d'une université d'État russe, dans son cas un master de Gorny à Saint-Pétersbourg? Je n'en sais rien pour les… Quand on avait un diplôme rouge, avant, on pouvait faire un VSG, un Nagit Expo. Quand on a un diplôme rouge, alors le diplôme rouge, c'est le diplôme rouge, pour expliquer, ce sont les meilleurs éléments. C'est la mention très bien en France. C'est ça. Voilà.
Donc, il y a possibilité d'avoir un VNJ et aujourd'hui… Ils avaient ouvert ouais, pour les masters rouges, enfin le diplôme rouge de master, ils avaient ouvert la possibilité d'avoir un VNG. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais… Benjamin, excusez-nous, on ne peut pas vous répondre directement à cette question, mais vous pouvez questionner le consulat, où est le consulat à Paris, le consulat russe à Paris qui vous répondra, je pense. Alors, vous n'avez pas de diplôme rouge, vous dites, mais vous avez 4 sur 5, bravo. C'est quand même très bien. Mais demandez au consulat russe à Paris et j'espère que vous pourrez en obtenir un. Voilà. Nous n'avons plus de questions aujourd'hui, donc je vous remercie en tout cas. Pavel, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Rien que vous ne sachiez déjà, c'est-à-dire l'existence de notre hotline, de nos fils Telegram, notre rendez-vous désormais 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, à 17h30 heure de Moscou, soit 16h30 heure de Paris. Nous allons également organiser, comme nous l'avions promis il y a quelque temps, des sessions de communauté élargies avec les représentants d'un certain nombre d'officines gouvernementales. Ce sera le représentant du ministère du Développement économique qui viendra avec nous travailler dans le cadre de la session du comité propriété intellectuelle. Également un webinaire sur la logistique, les situations actuelles dans les transports, questions douanières. Et puis, ça vous étonnera peut-être, mais dans ce contexte assez particulier, nous allons organiser une rencontre franco-allemande. Voilà, il aura fallu cet événement tellurique pour que les Français et les Allemands se reprennent par la main et de nouveau se rassemblent dans le cadre d'une rencontre d'affaires, bien entendu. Le 26 mai. Le 26 mai, jeudi prochain. Donc. Tenez bon, les amis. Reste à vos côtés. Merci beaucoup et à vendredi. Au revoir. Au revoir.